Je suis ravie d'être là au nom de Vive Média et d'un engagement que je porte, Christina l'a rappelé, depuis près de 30 ans. J'ai 55 ans et il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je ne veux pas être une vieille pauvre. Vous non plus, j'imagine. J'ai 55 ans et j'ai une fille de 16 ans. Donc si je suis ici ce soir, c'est pour les femmes de ma génération, pour celles qui suivront, et c'est aussi pour toutes les filles de l'âge de la mienne. Parce que je voudrais qu'elles puissent prendre leur place là où se prennent les décisions, là où se trouve le pouvoir de faire et d'agir, là où l'argent existe. Parce que l'argent, c'est un levier d'émancipation. Nous avons créé Vive Média, qui est un média 100% digital, il y a bientôt 3 ans, au sein du groupe Bayard, avec Sybille Lemaire et un collectif de femmes et d'hommes, journalistes, économistes, sociologues, dont une partie de l'équipe est dans la salle ce soir, qui partageons tous une conviction. Notre conviction, c'est qu'il n'y aura pas d'égalité réelle tant qu'il n'y aura pas, entre les hommes et les femmes, tant qu'il n'y aura pas d'indépendance économique et financière des femmes. Et donc, notre média, il est au service de l'indépendance économique et financière des femmes pour l'accompagner, pour la renforcer. En effet, comment avoir voix au chapitre si nos fins de mois ne sont pas assurées? Comment prendre place à la table des discussions politiques, économiques? Cette indépendance, vous m'écoutez et vous vous dites, mais nous l'avons déjà, cette indépendance. Nous étudions, nous travaillons, nous gagnons notre vie. Plus ou moins bien. Plutôt moins bien, d'ailleurs, que plus. Et ça, c'est le premier sujet. Combien gagnons-nous de notre travail? Où va notre argent? Où va votre argent? Ça, c'est le deuxième sujet. Sommes-nous capables de nous constituer un patrimoine personnel pour se mettre à l'abri des coups durs ou pour réaliser les projets que nous avons envie de réaliser? Ça, c'est le troisième sujet. Et là, je commence à en perdre certaines. Ouh là là, les finances personnelles, au secours. Au secours, c'est pas mon truc. Trop de choses à gérer. Je laisse ça à mon conjoint, à mon banquier, voire à mon père. Sauf que votre conjoint, il vous raconte pas tout. Votre banquier, il vous impressionne. Et puis votre père, vous restez sa fille. Hein. Donc, moi, je vais vous faire une confidence. Ma mère m'a transmis le sens de la passion professionnelle. Elle m'a toujours dit, fais le métier que tu veux faire, pas celui que la société t'impose. Mon père, lui, il m'a transmis l'exigence d'indépendance. Il m'a dit, choisis le métier que tu veux, mais qu'il te permette de bien gagner ta vie et de ne jamais dépendre d'un homme. J'ai eu de la chance d'avoir ces deux conseils. Chez Vive, notre message est clair. C'est de dire, l'argent, c'est notre affaire. L'argent, c'est sans doute le dernier tabou à lever pour les femmes. Alors oui, nous avons fait de grands progrès en matière d'égalité, Christina l'a rappelé, et il faut célébrer ces progrès. Nous avons conquis le droit de vote il y a 80 ans. N'oubliez pas d'en faire usage ce week-end et le week-end suivant. Nous avons conquis le droit de travailler sans l'autorisation d'un mari, c'était il y a près de 60 ans. Nous avons conquis la maîtrise de notre corps grâce à la contraception il y a 55 ans. Ces droits, les droits civiques, les droits reproductifs, les droits professionnels, ils sont désormais inscrits dans la loi. Ils ne sont pas forcément toujours acquis dans les faits. Moi, j'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années comme journaliste économique. Je suivais l'actualité des entreprises. J'étais ravie de ma nouvelle carrière, c'est le métier que je voulais faire. Puis au bout de quelques mois, je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche. Et du coup, d'un coup, ça m'a sauté aux yeux. Qu'est-ce qui clochait? C'est que les responsables d'entreprises que je rencontrais, les dirigeants que j'interviewais, étaient tous des hommes. Mon monde, mon horizon, s'était réduit au costume de pièce. Au collège, au lycée, à l'université, à l'école de journalisme, j'avais évolué dans un milieu parfaitement mixte, un milieu normal. Où étaient passées les femmes? Pourquoi avaient-elles soudainement disparu de ces lieux où on crée la richesse? Ce constat, il m'a effrayée et il m'a poussée à chercher les femmes dans l'économie, à voir où elles étaient, à comprendre comment elles étaient arrivées là, quels freins elles avaient rencontrés, quelles difficultés, à les mettre en lumière, à mettre en lumière aussi toutes ces femmes qui font l'économie
mais qui sont invisibles. Car n'oublions pas quand même une chose, c'est que les femmes aujourd'hui, elles représentent plus de la moitié des diplômés de l'enseignement supérieur. Et elles représentent plus de 40% des cadres du secteur privé. Et pourtant, nous n'avons toujours pas la parité économique aujourd'hui, en 2024. Sans doute une histoire de pouvoir et d'argent. Ça commence par les métiers. Les métiers sont sexués. En fait, près de la moitié des femmes actives se concentrent dans une douzaine de métiers seulement, alors que la nomenclature de l'INSEE en compte près de 90. Vous le savez, les femmes sont surreprésentées dans les métiers du soin, de l'éducation, les métiers d'aide à la personne. Et étrangement, plus il y a de femmes dans un métier, moins bien il est payé. Les femmes ne sont majoritaires qu'au sein de 3 des 10 métiers les mieux rémunérés en France: avocats, médecins salariés et chirurgiens dentistes. Les 7 autres sont majoritairement occupés par des hommes. Les écarts de salaire, alors bien sûr les écarts de salaire ils se sont réduits, mais en 2022, dans le secteur privé, à temps de travail égal, l'écart de salaire entre hommes et femmes est encore de 14%. Les temps partiels sont majoritairement occupés par des femmes. Une femme sur 4 est à temps partiel, contre moins d'un homme sur 10. Le plafond de verre résiste encore aujourd'hui. Christina a évoqué la loi Rixain. Il y a eu avant la loi Copé-Zimmermann qui a permis de féminiser les conseils d'administration des sociétés cotées. Aujourd'hui, 45% des membres des conseils d'administration des sociétés cotées du SBF 120, les 120 plus grandes entreprises en France, sont des femmes. Mais si on va voir dans les comités exécutifs et les comités de direction, finalement, là où est le pouvoir réel, elles ne sont plus que 27%. Et c'est ce à quoi veut remédier la loi Rixain. Et quand les femmes intègrent ces lieux de pouvoir, parce qu'il ne faut pas seulement regarder les chiffres, il faut regarder aussi la qualité des postes occupés, eh bien, très souvent, elles sont dans des postes de fonction support, ressources humaines, juridiques, communication. Elles sont moins souvent dans les postes de business et dans les postes de finance. Il y a 3 femmes parmi les dirigeants du CAC 40, une dizaine parmi les dirigeants du SBF 120. L'entrepreneuriat reste majoritairement masculin. 30% seulement des entrepreneurs sont des femmes et elles ont de grandes difficultés à financer leurs entreprises. Elles ont 2 fois plus de risques de se voir refuser un prêt auprès de leur banque. Et il y a une phrase que des entrepreneurs entendent encore beaucoup aujourd'hui. L'une d'entre elles me l'a encore confiée il y a moins de 15 jours. On lui a dit « Si tu veux lever des fonds, trouve-toi un associé ». Ça fait mal d'entendre ça quand même encore aujourd'hui. Alors, si on regarde l'histoire, cette situation, elle est finalement pas très étonnante. Je vous propose un petit retour en arrière. En 1804, le Code civil napoléonien institutionnalise l'infériorité économique de la femme. Voilà, il l'inscrit dans les textes. Et ça va durer au moins un siècle et demi. Jusqu'en 1946, la notion de salaire féminin était inscrite dans la loi. Elle n'a été abrogée que par un décret de juillet 1946. Jusque-là, les femmes salariées percevaient systématiquement un salaire en moyenne inférieur de 50% à leurs homologues masculins, et c'était autorisé par la loi, c'était tout à fait normal. En bref, le salaire des femmes était un salaire d'appoint, voire de l'argent de poche. Il faut attendre 1965 pour que la loi proclame l'indépendance économique et financière des femmes, en tout cas leur émancipation, en établissant que les femmes mariées n'ont pas besoin de demander l'autorisation de leur mari pour travailler, pour ouvrir un compte bancaire et pour gérer leurs biens propres. 1965. C'est pas si loin. Et les lois ont fait beaucoup, il faut le reconnaître. Les lois sur l'égalité salariale, la première date de 1972, depuis on en a fait 7. 7 lois sur l'égalité salariale, donc ça veut dire que c'est compliqué pour y arriver. La loi sur l'égalité professionnelle, première loi sur l'égalité professionnelle en 1983, les femmes gagnent le droit de travailler la nuit. Quand elles ont des nourrissons, en général, elles travaillent la nuit, mais là, on ne leur interdit pas. La loi Copé-Zimmermann, j'en ai parlé, 2011, sur la représentation équilibrée des 2 sexes dans les conseils d'administration, et la loi Rixain. Alors la loi Rixain, c'est un vrai progrès, comme toutes les lois précédentes, mais il y a beaucoup de choses dans la loi Rixain. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à
la loi Rixain, le salaire d'une femme qui travaille pouvait être versé sur un compte qui ne lui appartenait pas, celui de son mari, de son père, d'un frère, de qui on veut, mais il n'était pas obligé que cet argent aille sur un compte portant le nom de cette femme. Ça date de 2021. Donc toutes ces lois ont fait effectivement ont fait beaucoup. Et ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir, parce qu'on est le produit d'une histoire socio-économique. Ce n'est pas notre faute, en fait, d'en être arrivé là. Ce n'est pas du tout notre faute. En plus, on évolue dans une société où le tabou de l'argent est encore extrêmement présent. Et ce tabou, il est largement partagé par les hommes et les femmes, je vous rassure, on en est tous à peu près au même point. On est dans une société judéo-chrétienne, on partage tous à peu près les mêmes freins par rapport à l'argent, mais ce tabou, son existence pénalise davantage les femmes, parce qu'il contribue à entretenir des inégalités de revenus, des inégalités de patrimoine qui vont se creuser en fait et s'accumuler tout au long de la vie professionnelle. Moins on gagne d'argent, moins on peut le faire fructifier, moins on peut se constituer un patrimoine personnel. Les femmes sont aussi diplômées que les hommes, elles travaillent même plus longtemps, et pourtant à l'heure de la retraite, Christina l'a dit, en moyenne leurs pensions sont inférieures de 40% à celles des hommes. Et elles vont vivre en moyenne 6 ans de plus. 6 ans à financer leurs vieux jours, voire leur dépendance. Donc comment on fait pour bouger les choses? Comment on fait pour gagner cette indépendance économique et financière, cette égalité économique et financière? Ça commence très tôt par des choix d'éducation et d'orientation. Et je suis ravie de voir dans la salle des jeunes filles. Ça commence au moment où vous donnez de l'argent de poche à vos filles. Posez-vous la question de combien vous leur donnez, à partir de quel âge? Et si elles avaient un frère, quand est-ce que vous aviez commencé, quel montant vous aviez donné, etc. Et puis les jeunes filles, comparez et réclamez si la somme n'est pas la même. Hein. Quand une fille choisit une filière d'orientation, on se demande rarement, et on lui dit rarement, tu sais quel va être le salaire dans cette filière? Combien tu vas gagner? Ben oui, dites-leur à vos filles. C'est un critère de choix. Il y a le critère de la vocation, de ce qu'on a envie de faire, et puis il y a le critère de est-ce que c'est un métier où il y a des opportunités? Est-ce que c'est un métier où je gagnerais bien ma vie? Ça continue par les choix de carrière. Quand une mère s'arrête pour élever ses enfants, que ce soit s'arrêter pour un congé parental ou se mettre à temps partiel, on ne se demande pas dans le couple comment on va compenser la perte de revenus de la maman. Une perte de revenus immédiate, mais une perte de revenus aussi différée le jour où elle sera à la retraite. Quand une femme décide de quitter le salariat pour créer sa boîte, elle vous parle de sens, de flexibilité. Elle dit même souvent « je ne fais pas ça pour l'argent, moi ». Eh bien si, mesdames, si, on travaille pour l'argent, pour gagner de l'argent. Ça s'inscrit ensuite dans les choix familiaux. Comment on gère l'argent si on est en couple? L'égalité, ce n'est pas 50-50. Tout dépend combien vous percevez et combien perçoit votre conjoint. C'est aussi se demander qui paye quoi. Nous, on a remarqué, chez Vive, on fait beaucoup d'études, on a un baromètre. On a remarqué, à lui les gros billets, à elle la petite monnaie. À lui les investissements, les gros investissements, immobiliers, etc. À elle les dépenses consommables, dont rien ne reste. On peut regarder aussi comment on paye les impôts. Alors c'est sûr que le jour où vous rentrez chez vous et vous dites à votre homme, si on regardait le taux d'impôt ensemble, ça risque de frictionner un peu, hein, mais regardez, taux individualisé, taux personnalisé, c'est aussi une des grandes avancées de la loi Rixain. Ne payez pas plus d'impôts que votre niveau de revenu. J'avance. Ça dépend enfin des choix personnels. Un conseil, puisqu'on nous a demandé des conseils, des actions, ayez un compte à vous, un compte personnel à votre nom, et ayez une épargne à vous. Quelle que soit votre situation maritale, etc. Ouvrez le plus tôt possible une assurance vie, un PER. Mettez 50 € par mois. Ça sera $1 et vous nous remercierez. Je vais aller plus vite. Je vais aller, pour conclure, que chaque décision dans notre vie a un impact financier. Chaque décision dans notre vie a un impact financier, un impact aujourd'hui et un impact pour demain. Et c'est pourquoi nous avons créé Vive Média, pour aider les femmes à prendre conscience de ce fait. Vive Média, c'est un média à la fois de prévention, donc prise de conscience,
à travers notre newsletter, nos podcasts, notre baromètre, notre forum annuel, etc. C'est un média de mise en action. Nous proposons beaucoup de ressources pour justement commencer à bouger. Je vous donne juste un chiffre, il y a seulement 11% des femmes qui investissent en bourse versus 24% des hommes. Et vous saurez que, alors là en ce moment la bourse elle ne se sent pas très bien parce que le contexte est compliqué, mais sur le long terme, l'investissement en bourse il est toujours gagnant. Et les femmes n'y sont pas. Et puis c'est un média de réconciliation, parce que chez Vive, en fait, on veut travailler avec les hommes, on a des plumes masculines, on traite des sujets qui intéressent les hommes, on invite toujours des hommes à nos tables rondes dans notre forum. Pour nous, c'est très important d'être dans le dialogue et la réconciliation. Et donc maintenant, pour terminer, un seul conseil. Quel que soit votre âge, mettez le sujet de l'argent sur la table. Que vous soyez ado avec vos parents, que vous soyez en couple avec votre conjoint, avec votre employeur, avec vos clients. Mettez ce sujet sur la table et osez dire « Je veux être une femme riche ».